l'argent, le cuivre, l'étain, le maïs, le pétrole, le sucre, les cours des matières premières flambent. Les records pleuvent. Les sommets de 2008 sont en vue, voire vaincus, comme quand la croissance mondiale était à son zénith. À un détail près, la croissance mondiale n'est pas à son zénith. Les pays émergents, Chine, Brésil, Inde en tête, ont certes dépassé leur niveau d'activité d'avant-crise, mais pas les pays occidentaux. Or, même si le centre de gravité de l'économie mondiale penche de plus en plus vers l'Est, le poids des vieilles puissances est tel qu'il est impossible pour l'activité mondiale de croître rapidement sans elle. Comment alors justifier cette envolée des cours? Simple anticipation par les investisseurs d'une reprise générale imminente? On peine à le croire. Les derniers indicateurs avancés, en provenance de la principale locomotive du monde, les États-Unis, dévoilent une économie en ralentissement, pas un pays en pleine accélération. Dans une note de la Fed, Bert Bernanke signalait la profusion de signes de ralentissement et faisait part de ses préoccupations sur le rythme de reprise aux États-Unis. De quoi faire dresser les cheveux des investisseurs et les faire fuir des marchés des matières premières. A priori, les hausses en ligne droite, franches et directes des cours des commodités sont en totale déconnexion des fondamentaux économiques. Pour comprendre l'évolution des cours des matières premières, se concentrer uniquement sur la loi de l'offre et de la demande semble devenu trop réducteur. L'or en est la parfaite illustration. Où l'or est une matière première, comme une autre. Alors comment interpréter sa flambée actuelle, autrement que par la formation d'une bulle dont le destin sera fatalement éclaté? En effet, la demande en provenance des joailliers, soit environ 60% des débouchés, a été en baisse au deuxième trimestre, après une année 2009 déjà catastrophique, au moment même où les cours établissaient de nouveaux records. L'or est devenu autre chose qu'une matière première. Il endosse le rôle de quasi-monnaie. Il n'est finalement pas tout à fait anormal, quand les principales banques centrales se mettent à faire tourner la planche à billets, que le métal jaune s'apprécie et que l'argent prenne sa roue. Mais au-delà des métaux précieux, le pétrole obéit lui aussi à sa propre logique, et l'affiliation directe avec les fondamentaux est ténue. Pour cette matière première stratégique, pour les transports, mais pas seulement, ce sont les enjeux géopolitiques qui priment. En arrière-fond, la sécurité des routes du pétrole, dont certains carrefours se situent parmi les zones les plus dangereuses au monde, et particulièrement sensibles aux tensions entre le Moyen-Orient et l'Occident. Le détroit d'Ormuz, où transite un tiers du pétrole mondial, peut être bloqué en quelques heures par les Iraniens. De même, la route de Bab el-Mandeb, qui commande l'entrée de la mer Rouge à partir du golfe d'Aden, peut faire l'objet d'attentats. Les menaces terroristes se sont d'ailleurs ravivées depuis l'été. Elles ne sont peut-être pas totalement étrangères à la remontée des cours. De même, l'accession aux terres devient l'obsession des pays alimentairement dépendants. Ce n'est pas tant la hausse des cours qui les effraie, mais le risque d'embargo. L'exemple russe de cet été ne peut que les conforter dans leur stratégie. Il faut donc acheter des terres, un peu partout dans le monde, de préférence en Afrique où les négociations sont plus faciles. Or, les moyens mis en œuvre par ces États pour la culture vont faire exploser les rendements. Surtout, compte tenu de la nature et de l'importance des contrats, ces pays ne s'approvisionneront plus, ou beaucoup moins, sur les marchés internationaux. L'or, l'argent, le pétrole, les céréales échappent ainsi à la simple logique économique. Les métaux aussi. Leurs marchés se sont financiarisés, devenant une classe d'actifs à part entière. Avec une caractéristique qui leur est propre. Ce sont des marchés étroits, donc par nature très sensibles aux attaques spéculatives, à la hausse comme à la baisse. Les cours du cuivre tutoient ainsi à nouveau leur sommet, malgré la défaillance des clients occidentaux. Du reste, à force de se concentrer uniquement du côté de la demande, on oublie rapidement que les pays en développement accroissent également leur capacité de production. Le cas de l'acier est emblématique. Certes, les émergents, Chine et Inde principalement, sont devenus les premiers consommateurs. Mais ils sont aussi devenus le numéro 1 en termes de production. Et la tendance n'est pas l'essoufflement, bien au contraire. Mais plus important encore, si une partie des capacités de production a basculé d'ouest en est, il n'en demeure pas moins qu'une offre additionnelle est venue se greffer. En d'autres termes, ce qui a été perdu par les uns a été plus que compensé par les autres. Décidément, il devient bien difficile de raccrocher l'évolution des cours des matières premières à leurs seuls fondamentaux.